Il y a des gens qui aiment sortir. Le bruit, les foules, le mouvement, l'agitation. Et puis il y a toi. Toi qui ressens quelque chose de presque physique quand tu fermes la porte derrière toi. Comme si ton corps relâchait enfin une tension qu'il portait depuis des heures. Comme si l'air devenait plus respirable. Comme si ton esprit cessait enfin de surveiller le monde. Tu dis peut-être que tu es casanier ou que tu aimes le calme. Mais au fond, ce n'est pas juste une préférence. Sans vraiment t'en rendre compte, la maison est devenue un refuge émotionnel. Un espace où tu n'as plus besoin de performer, plus besoin d'expliquer, plus besoin d'anticiper. Et si ce besoin profond de rester chez toi n'était pas de la paresse, ni de l'ennui, ni de la peur du monde? Et si c'était le résultat logique d'une psychologie façonnée très tôt parce que ton système nerveux a appris à craindre et parce qu'il a appris à chercher pour survivre? Quand tu regardes en arrière, il n'y a peut-être pas de traumatisme évident, pas de grand drame, pas de chaos visible. Et pourtant, quelque chose en toi a appris à se réguler seul. Sans que personne ne te l'explique, tu as compris que ton équilibre dépendait de ton environnement, que certaines ambiances te vidaient, que certaines présences te demandaient plus que ce que tu pouvais donner. Alors, sans faire de bruit, tu t'es adapté. C'est souvent comme ça que ça commence. Un enfant qui ressent trop. Un enfant qui capte les tensions, même quand personne ne parle. Un enfant qui comprend que se faire discret, calme, autonome, est une façon de rester en sécurité. Sans réaliser ce que tu faisais, tu as appris à t'auto-apaiser, à créer un monde intérieur stable quand l'extérieur était imprévisible. La psychologie appelle ça parfois une forme d'hypervigilance douce. Pas celle qui fait sursauter au moindre bruit, mais celle qui observe, qui anticipe, qui évite les débordements émotionnels. Ce type d'enfant devient souvent très indépendant très tôt. Il ne demande pas beaucoup, il ne dérange pas, il s'occupe seul. Et ce qui sauve cet enfant, à ce moment-là, c'est la capacité à se créer un refuge, un coin, une chambre, un espace silencieux, un endroit où le système nerveux peut enfin descendre d'un cran. Ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce que tu étais humain. Ton corps cherchait une régulation, ton esprit cherchait de la cohérence, et la maison est devenue le premier endroit où tu pouvais respirer sans surveillance. Avec le temps, ce mécanisme s'est renforcé. Ton cerveau a associé le calme, la solitude choisie, la routine douce à la sécurité. Pas à l'ennui, pas à l'isolement, à la stabilité. C'est là que beaucoup se trompent sur toi. Ils pensent que tu te caches, que tu évites, que tu refuses la vie sociale. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ton système intérieur fonctionne différemment. Quand tu es dehors trop longtemps, ton énergie se disperse. Tu captes trop, tu t'adaptes trop, tu régules trop pour les autres. Et quand tu rentres chez toi, ce n'est pas une fuite, c'est un retour à un état où tu n'as pas besoin de te contenir, où tu peux être lent, où tes pensées peuvent enfin aller jusqu'au bout. La maison devient alors une extension de ton système nerveux, un prolongement de ton besoin de cohérence interne. Ce que beaucoup appellent confort, chez toi, est en réalité une stratégie psychologique très fine. Mais comme toute stratégie qui a sauvé quelque chose un jour, elle peut aussi, plus tard, devenir une limite. Et c'est là que l'histoire devient plus complexe. Il y a un moment précis que peu de gens remarquent. Celui où tu passes la porte, où le bruit extérieur se coupe légèrement et où ton corps réagit avant même que tu y penses. Tes épaules descendent, ta mâchoire se desserre, ton regard n'a plus besoin de scanner la pièce. Sans réaliser pourquoi, ton système nerveux reconnaît l'endroit. Ce n'est pas une préférence, c'est une réponse biologique. Quand tu es dehors, ton esprit est en mode adaptation, même si tu es sociable, même si tu sais parler, rire, interagir. Une partie de toi reste attentive, ajustée, prête à réagir. Tu observes les micro-signaux, les changements de ton, les attentes invisibles. Ce n'est pas de l'anxiété ouverte, c'est plus subtil que ça. C'est une vigilance constante, silencieuse, comme si ton corps avait appris que le monde demandait une légère tension permanente. Alors, quand tu rentres chez toi, il se passe quelque chose de très précis. Tu n'as plus besoin de te réguler pour les autres. La maison devient un lieu où ton système nerveux peut enfin passer du mode alerte au mode repos. Pas un repos endormi, un repos conscient. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire quelque chose une fois chez toi. Juste être là suffit.
Certaines personnes confondent ça avec de l'isolement. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que pour toi, être entouré trop longtemps peut être plus fatigant que d'être seul. Parce que ton énergie ne vient pas du bruit, elle vient du calme. Psychologiquement, ce type de fonctionnement apparaît souvent chez les personnes très conscientes d'elles-mêmes. Celles qui pensent beaucoup, celles qui ressentent en profondeur. Quand tu es trop exposé au regard des autres, ton esprit devient fragmenté. Quand tu es seul, il se rassemble. C'est pour ça que certaines de tes meilleures idées viennent quand tu es chez toi, quand personne ne te regarde, quand personne n'attend rien de toi. Dans ces moments-là, tu redeviens clair. Mais il y a une autre dimension plus subtile. À force de te retirer, tu commences à voir le monde différemment, plus lentement, plus lucidement. Tu remarques les automatismes sociaux, les conversations répétitives, les rôles que chacun joue sans s'en rendre compte. Tu observes comment beaucoup de gens parlent pour éviter le silence, comment ils remplissent l'espace pour ne pas se sentir seuls avec eux-mêmes. Et sans arrogance, sans jugement, tu te rends compte que tu n'as plus envie de jouer à ce jeu-là tout le temps. Ce n'est pas que tu te sens supérieur, c'est que tu te sens plus sensible. Et cette sensibilité demande un environnement précis pour ne pas devenir écrasante. Le retrait devient alors un filtre. Tu choisis mieux où tu vas, avec qui tu parles, combien de temps tu restes. Tu n'as plus l'énergie pour le superficiel prolongé. Mais ce choix, aussi sain qu'il soit, peut créer une distance invisible. Les autres peuvent penser que tu t'éloignes, que tu changes, que tu deviens froid, alors qu'en réalité, tu te rapproches de toi. C'est là que beaucoup de malentendus naissent, parce que le monde valorise l'exposition constante, la présence, le bruit, et toi tu fonctionnes à l'inverse. Tu te recharges dans l'absence, dans la lenteur, dans le retrait choisi. Mais parfois, sans que tu le veuilles, ce retrait peut devenir une zone trop confortable. Tu comprends le monde si bien de l'extérieur que tu hésites à y replonger, non pas par peur, mais parce que tu sais ce que ça te coûte. Alors tu restes un peu plus chez toi, un peu plus dans ta tête, un peu plus dans cet espace où tout est à ton rythme. Et cette lucidité, au départ libératrice, peut se transformer en distance émotionnelle. Pas une fermeture dure, une fermeture douce. Tu te protèges sans t'en rendre compte. Le paradoxe, c'est que plus tu te comprends, plus tu comprends les autres, et moins tu as envie de te justifier. Tu deviens sélectif, silencieux, présent autrement. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une conséquence logique d'un esprit qui a trop longtemps observé sans se reposer. Et tant que tu ne confonds pas retrait et disparition, ce fonctionnement peut rester équilibré. Mais quand le retrait devient la seule réponse à la fatigue, quelque chose d'autre commence à se jouer. Un rapport différent au contrôle, à la sécurité, à l'identité. Et c'est là que la psychologie devient encore plus profonde. Il y a une chose que tu ressens sans toujours la nommer. Le besoin que certaines choses restent prévisibles. Pas par rigidité, pas par obsession, mais parce que ton équilibre intérieur dépend d'un minimum de stabilité. Quand tu es chez toi, tout a une place. Même le désordre a sa logique. Même l'imprévu est contenu dans un cadre que tu connais. Et ton corps le sait. Ce n'est pas seulement une question de confort matériel, c'est une question de contrôle émotionnel doux. Le contrôle dont on parle ici n'est pas autoritaire. Il n'est pas dirigé vers les autres. Il est tourné vers l'intérieur. Très tôt, tu as compris que contrôler ton environnement était une façon de ne pas être submergé, de réduire les surprises, d'éviter les débordements émotionnels. Sans réaliser ce que tu faisais, tu as appris à créer des bulles de sécurité. La maison devient alors plus qu'un refuge. Elle devient une extension de ton identité. Quand tout autour de toi est cohérent, ton esprit l'est aussi. C'est pour ça que les changements imposés te fatiguent plus que la moyenne. Pas parce que tu es fragile, mais parce que ton système est finement réglé. Chaque détail compte plus que tu ne le montres. Psychologiquement, ce type de fonctionnement est souvent lié à une adaptation précoce. Quand l'environnement émotionnel n'était pas totalement fiable, le cerveau apprend à créer de la constance ailleurs. Pas en contrôlant les personnes, en contrôlant l'espace. C'est discret, intelligent, efficace. Mais à force, quelque chose se produit. Ton identité commence à se structurer autour de ce cadre sécurisé. Tu sais qui tu es quand tu es chez toi. Tu sais comment tu penses, comment tu ressens. À l'extérieur, cette clarté peut se brouiller. Ce n'est pas que tu te perds, c'est que tu t'ajustes. Alors, inconsciemment, tu préfères l'endroit où tu n'as pas besoin de t'adapter. La maison devient un miroir fidèle, le monde un miroir déformant.
Et plus tu avances dans la vie, plus tu choisis la fidélité à toi-même plutôt que la performance sociale. Ce choix est sain, mais il peut aussi isoler. Parce que le monde ne s'adapte pas toujours à ta sensibilité, et toi, tu n'as plus envie de te plier. Alors tu construis un espace où tu peux être stable sans effort. C'est pour ça que certaines personnes te trouvent mystérieux. Elles ne savent pas vraiment qui tu es à l'extérieur, parce que la version la plus complète de toi n'existe que dans ton espace sécurisé. Chez toi, tu n'es pas en représentation, tu es en présence. Et cette présence-là est rare. Mais il y a une nuance importante. Quand l'identité se construit trop fortement autour du refuge, le monde extérieur peut commencer à sembler menaçant. Non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est imprévisible. Tu peux alors confondre sécurité et immobilité, stabilité et stagnation. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une glissade douce. Tu te dis que tu es bien comme ça, que tu n'as pas besoin de rien d'autre, que l'essentiel est déjà là. Et souvent, c'est vrai. Mais parfois, derrière ce confort, il y a aussi une peur silencieuse, celle de perturber un équilibre chèrement construit. Parce que tu sais combien il t'a coûté. Ce contrôle intérieur t'a sauvé à un moment donné. Il t'a permis de rester entier, de ne pas te perdre. Mais comme toute stratégie de survie, elle peut devenir une limite si elle empêche le mouvement. Pas le mouvement extérieur, le mouvement intérieur. Le vrai enjeu n'est donc pas de sortir plus, ni de changer. C'est de comprendre quand le refuge est un soutien et quand il devient une frontière. Et cette frontière est souvent invisible. Elle ne fait pas mal, elle ne fait pas peur. Elle fait juste rester. Il y a un décalage que tu ressens souvent même quand personne ne le formule. Un léger malentendu entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que les autres pensent voir de toi. De l'extérieur, tu peux sembler distant, calme, parfois même indifférent. Mais à l'intérieur, ton monde est dense, nuancé, vivant. Ce que les autres ne comprennent pas, c'est que ton silence n'est pas un vide, c'est un espace habité. Beaucoup de gens associent la présence à la parole, l'affection à la démonstration, l'intérêt à la disponibilité constante. Toi, tu fonctionnes autrement. Quand tu te retires, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas, c'est souvent parce que tu ressens trop. Tu as appris à filtrer pour ne pas être submergé, à ralentir pour ne pas te dissoudre dans le rythme des autres. Mais ce filtre est invisible. Alors certains interprètent ton besoin de solitude comme un rejet, ton calme comme un manque d'émotion, ton confort chez toi comme une fermeture au monde. Sans le vouloir, ils projettent leur propre peur sur ton fonctionnement. Ils pensent que rester seul, c'est être seul, alors que pour toi, la solitude est souvent une rencontre intérieure. Ils pensent que le confort est un manque d'ambition, alors que pour toi, c'est une condition de clarté. Ce décalage peut créer une forme de solitude particulière. Pas la solitude d'être seul physiquement, mais celle d'être mal compris. Tu peux être entouré et te sentir invisible. Parce que ce qui te définit vraiment ne se montre pas facilement. Tu n'es pas quelqu'un qui se raconte pour exister. Tu existes d'abord. Tu racontes ensuite si l'espace est sûr. Et cet espace, tu l'as rarement trouvé ailleurs que chez toi. Alors, tu gardes beaucoup pour toi. Pas par méfiance, par discernement. Avec le temps, tu deviens très sélectif. Tu préfères peu de liens profonds à beaucoup de liens superficiels. Mais cette sélectivité est souvent mal lue. Certains pensent que tu te crois au-dessus, d'autres que tu manques de chaleur, encore d'autres que tu fuis les relations. La vérité est plus subtile. Tu ne fuis pas les autres, tu fuis ce qui t'éloigne de toi. Les échanges vides, les dynamiques bruyantes, les relations où tu dois te suradapter. Tu cherches la justesse, pas la quantité. Et comme cette recherche est intérieure, elle est difficile à expliquer. Alors tu te tais, tu observes, tu choisis. Mais ce silence a un prix. Parfois, tu te demandes si tu n'en demandes pas trop, si ce besoin de calme, de cohérence, de profondeur n'est pas excessif dans un monde qui va vite. Tu peux douter, te demander si quelque chose cloche chez toi. Mais ce doute ne vient pas de toi, il vient du regard extérieur. Un monde qui valorise l'exposition permanente a du mal à comprendre ceux qui se préservent. Un monde qui confond activité et vitalité a du mal à reconnaître la richesse de l'immobilité consciente. Ce que les autres ne voient pas, c'est que ton confort intérieur est le fruit d'un long travail invisible.
Tu n'as pas fui le chaos, tu l'as traversé intérieurement. Tu n'as pas évité les émotions, tu les as intégrées. Et maintenant, tu choisis les environnements qui respectent cette intégration. Mais comme ce choix est silencieux, il est souvent jugé. On te dit que tu devrais sortir plus, voir plus de monde, être plus présent. Sans comprendre que ta présence n'est pas absente, elle est simplement moins visible. Tu es là autrement. Et parfois, cette incompréhension te pousse à t'enfermer encore plus dans ton refuge. Pas pour confort, par latitude. Parce que s'expliquer constamment fatigue, parce que justifier ton rythme épuise. Alors tu choisis le lieu où tu n'as pas besoin de te défendre. Mais ce choix peut aussi renforcer le fausse. Plus tu te retires, moins les autres te comprennent. Et moins les autres te comprennent, plus tu te retires. Ce cercle n'est pas dramatique, il est simplement silencieux. Et s'il n'est pas conscientisé, il peut figer certaines parts de toi. Pas parce que tu refuses le lien, mais parce que le lien tel qu'il est proposé ne correspond pas à ton système intérieur. Ce que tu cherches, au fond, ce n'est pas l'isolement, c'est la reconnaissance subtile. Être vu sans être exposé. Être compris sans devoir se dévoyer entièrement. Et tant que cet espace n'existe pas à l'extérieur, tu le recrées chez toi. La maison devient alors plus qu'un refuge. Elle devient le seul endroit où ton fonctionnement n'a pas besoin d'être traduit. Mais la question commence à émerger doucement. Que se passe-t-il quand le refuge devient le seul endroit où tu te sens pleinement réel? C'est là que tout se joue. Il n'y a pas de moment précis où tout bascule, pas de rupture nette, pas de signal d'alarme. C'est plus discret que ça. Un jour, tu réalises simplement que tu choisis presque toujours le même espace, les mêmes murs, le même rythme, les mêmes silences. Et tu te dis que tu es bien, parce que sincèrement, tu es. Mais au fond, quelque chose se resserre légèrement. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la tristesse, c'est une réduction invisible du champ intérieur. Ce qui te protégeait devient une habitude. Et l'habitude, quand elle n'est plus choisie consciemment, commence à décider à ta place. Au départ, le confort était un refuge, un endroit où tu te retrouvais après d'être adapté au monde, un lieu de réparation. Mais avec le temps, il peut devenir un filtre. Tu n'évalues plus les situations selon ce qui t'attire, mais selon ce qui perturbe le moins ton équilibre. Sans t'en rendre compte, tu fais moins de place à l'inconnu. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est énergétiquement coûteux. Ton système nerveux habitué au calme perçoit toute intensité comme une agression potentielle. Alors tu réduis, tu simplifies, tu choisis le connu. Et ce choix est logique, intelligent, humain. Mais il a une conséquence silencieuse. Il limite l'expansion. Pas l'expansion sociale, l'expansion intérieure. Certaines expériences demandent un léger déséquilibre pour exister, une friction, un frottement avec l'imprévu. Et quand le confort devient prioritaire, tu peux commencer à éviter ces zones-là. Non pas parce que tu ne peux pas les gérer, mais parce que tu sais qu'elles vont te dérégler, même temporairement. Alors tu préfères rester aligné plutôt que d'être vivant intensément. Ce n'est pas un échec, c'est un arbitrage. Mais cet arbitrage, s'il est constant, peut transformer la stabilité en immobilité. Tu continues à penser, à ressentir, à comprendre, mais moins à expérimenter. Le monde devient quelque chose que tu analyses. Il arrive un moment où tu ne cherches plus à comprendre pour te corriger, mais pour te reconnaître. Après avoir traversé toutes ces couches, le refuge, la fatigue, le retrait, le contrôle, l'incompréhension, le confort devenu habitude, quelque chose s'apaise. Tu réalises que ton besoin de calme n'est pas un défaut à réparer, c'est une intelligence à honorer. Sans t'en rendre compte, tu as construit un système intérieur très cohérent. Un système capable de se réguler seul, de se réparer sans bruit, de se maintenir stable quand l'extérieur vacille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes ont besoin du regard des autres pour se sentir réels. Toi, tu as appris à exister même quand personne ne regarde. Ce n'est pas de la solitude, c'est une forme d'autonomie émotionnelle. Et si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que ce fonctionnement n'est pas apparu par hasard. Il est né d'un besoin, d'un contexte, d'une adaptation fine à ce qui était possible à un moment donné de ta vie. Sans réaliser ce que tu faisais, tu as appris à créer de la sécurité là où elle manquait ailleurs.
C'est ainsi que certains enfants deviennent silencieux mais solibles, présents mais discrets, indépendants mais sensibles. Et ce qui sauve un enfant devient souvent la signature d'un adulte. Ce n'est pas quelque chose à renier, c'est quelque chose à comprendre. La réconciliation commence quand tu cesses de te demander si ton besoin de confort est normal et que tu commences à te demander ce qu'il raconte de toi. Il raconte une sensibilité fine, une capacité à ressentir sans fuir, une préférence pour la profondeur plutôt que la dispersion. Il raconte aussi une grande fidélité à ton monde intérieur. Mais cette fidélité n'a pas besoin d'exclure le mouvement. Il ne s'agit pas de sortir plus, ni de rester moins. Il s'agit de sentir quand le refuge est un soutien et quand il devient une frontière. Quand tu choisis consciemment le calme, il te nourrit. Quand tu y restes par automatisme, il t'endort doucement. Et cette différence, personne ne peut la définir à ta place. Elle se ressent. Dans le corps, dans l'élan, dans la curiosité qui revient ou qui s'éteint. Aimer être chez soi n'est pas le signe d'une vie réduite, c'est souvent le signe d'une vie intérieure riche. Mais une vie intérieure riche mérite parfois d'être mise en mouvement, pas exposée, pas faussée, mise en résonance. Avec des personnes capables de respecter ton rythme, avec des espaces qui n'exigent pas ta suradaptation, avec des moments où tu peux être toi sans te protéger. Et peut-être que la vraie liberté n'est pas de choisir entre le monde extérieur et le refuge, mais de ne plus être prisonnier d'aucun des deux. De savoir que tu peux rentrer chez toi et aussi t'en éloigner sans te perdre. Juste en restant à l'écoute. Si ce que tu viens d'entendre a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans le comprendre, alors tu n'étais pas seul à vivre ça. Il y a d'autres explorations comme celle-ci, d'autres silences expliqués, d'autres mécanismes invisibles mis en lumière. Tu peux rester, écouter, revenir quand tu veux. Ici, rien n'est forcé.